peut-être pas à l'excès, mais pour balayer l'ensemble, ce qui nous fera, me semble-t-il, gagner un peu de temps ensuite. Sur les recettes proprement dit, la réalité de la question de la TVA, dans un contexte où on a un reflux de l'inflation bienvenu, mais qui forcément a des conséquences, dans un contexte qui dit des choses en termes de consommation, probablement également en termes de pouvoir d'achat, dans un contexte où ce qu'on nous a dit pendant des années sur le caractère dynamique de la TVA se révèle plus complexe que prévu, c'est-à-dire l'impôt, je cite, le plus intelligent, si je me rappelle des propos d'un Premier ministre il y a une trentaine d'années, n'est pas aussi fructueux qu'on ne le croyait. Considérant également que la menace, monsieur le vice-président, peut porter en termes d'économie sur le caractère dynamique de cette TVA. On en a échangé en commission des finances, ce qui compliquerait d'autant plus les choses. Sur la carte grise, eh ben oui, les gens pratiquent encore le moteur thermique. Et on sent bien que le moteur électrique, quelles que soient ses vertus, à un moment ou à un autre, atteint un plafond, et ce plafond a du mal à être dépassé. Sur la critique des services de l'État, vous allez me pardonner, je vais me faire taquin et n'y voyez, comment dirais-je, aucune infidélité à des convictions portant vers l'autonomie des régions. Mais je suis toujours très amusé, intimement, en région, dès qu'on parle de services de l'État, on a des réflexes que certains pourraient comparer, lorsqu'on parle des services de la région, à des réflexes populistes. Je m'explique. Il y a une facilité intellectuelle, parfois presque une paresse, à aller à la critique acerbe des services de l'État. Alors, je ne les défends pas, hein. Ils sont, je veux dire, ils ont leur contingence, ils comptent aussi des fonctionnaires qui travaillent remarquablement. Mais voilà, j'attire votre attention sur le fait que lorsque, et c'est sur tous les bancs, et ça vaut pour le nôtre également, lorsque l'on attaque les services de l'État avec ce petit caractère breton qui est le nôtre, qui consiste à considérer, je cite Paul Molac, que c'est Paris, alors qu'ils sont chez nous, il y a une petite facilité à la critique aisée. Voilà, donc rentrons dans la technique des dossiers, rentrons dans le fond des choses. Je ne doute pas que Stéphane Perrin-Sarzier le fasse pour aller vraiment argumenter vis-à-vis des services de l'État et ne pas se contenter d'une critique facile. Je ne dis pas qu'elle était facile là, je dis que c'est une pente que nous pouvons avoir. J'en profite pour évoquer quelques dossiers sur les dépenses. Un sur l'enseignement privé sous contrat, l'enseignement catholique certes, mais également Diwan. Sur l'enseignement catholique, je me réjouis que nous ayons abouti. Je me réjouis, je pense notamment au volet énergie. Je me réjouis que nous ayons abouti. Je me réjouis que les échanges que nous avons eus les uns avec les autres, je ne suis pas le seul dans cet hémicycle, et puis aboutir à quelque chose de, me semble-t-il, plus juste et plus en phase avec la loi que ce n'était le cas jusqu'ici. Néanmoins, il nous reste des dossiers importants, Monsieur le Président. Il nous reste des dossiers, pardonnez-moi, importants, et au-delà du cadre de la loi. Le cadre de la loi, il s'applique au temps scolaire, finalement. Et on a un temps méridien, notamment le temps de repas, sur lequel je pense que nous avons des progrès à faire, je l'ai exprimé ici dans cette enceinte, notamment sur la possibilité d'aider, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, à atténuer le prix du repas scolaire, du repas en restaurant scolaire, pardonnez-moi, dans l'enseignement privé sous contrat, quel qu'il soit. Pourquoi ? Parce que on peut reprocher à l'enseignement privé sous contrat de faire des entorses à la mixité sociale, c'est très peu le cas chez nous en Bretagne, mais le temps du repas et le prix du repas participent de cela finalement. Nous pratiquons un prix du repas dans l'enseignement public qui est de l'ordre de notre compétence et qui nous permet également d'offrir à des jeunes un repas chaud complet
qui quelquefois est le seul de la journée objectivement, non pas forcément pour des questions de difficultés budgétaires, mais également pour des questions d'usage dans les familles. Dans l'enseignement privé sous contrat, vous avez une offre de repas qui, quelquefois, au prix du repas, au coût du repas, est plus serrée, mais qui, parce qu'il n'y a pas la subvention publique, est plus élevée au résultat, et qui peut constituer un mode de concurrence, allais-je dire. 2 départements dans notre région pratiquent une aide sur critères sociaux au repas. C'est le Finistère, c'est le Morbihan. Moi, je souhaiterais qu'on travaille à évoquer cette possibilité. Alors, je sais que pour le moment, c'est une ligne rouge. Vous l'avez compris, j'insisterai régulièrement. Mais je pense que ça participe de notre partenariat, une nouvelle fois en dehors du temps scolaire, donc en dehors du cadre purement législatif, qui serait de bon augure. Sur Diwan, on votera sans aucune difficulté, évidemment, les 200 000 € qui permettent, de façon ponctuelle, de mettre la tête hors de l'eau. Moi, je suis un militant, comme d'autres ici sur ces bancs, de l'apprentissage de la langue. L'immersion ne me pose aucun problème, au contraire. En revanche, dans la culture de Diwan, il n'y a pas de jugement, il y a la culture de la gratuité, me semble-t-il. Si je fais référence aux établissements privés sous contrat d'autres réseaux, il y a une contribution des familles. C'est un rappel, ce n'est pas un jugement. Donc je prie mes amis qui sont chez Diwan de le prendre comme tel. Mais il faut en avoir conscience. Donc nous voterons avec plaisir cette aide à Diwan qui ne nous interdira pas de nous interroger sur la pérennité de la construction financière de l'ensemble. On en débattra au moment du vœu présenté par Stéphanie Stoll. Le temps tourne. Sur les fonds européens, à mon initiative, en commission des finances, nous allons mener un travail de fond sur 2014-2020, ce qui a été engagé, dépensé, sur 2021-2027, la façon dont nous allons pouvoir traiter les choses, avec l'impératif de la simplification que nous partageons, je crois. Mais une fois qu'on l'a dit, il faut le mettre en œuvre dans un cadre qui est très singulier. Isabelle Le Callennec interrogeait l'autre jour la Cour européenne des comptes sur les contrôles effectués sur les fonds régionaux. On a 4 niveaux. On a 4 niveaux de contrôle, nationaux, européens, etc. Et tout ce monde-là ne se parle pas. Donc il y a quand même un petit sujet. Et enfin, nous aborderons sur le fond la question du post-27, post-2027, c'est-à-dire la séquence suivante des fonds européens, dans un cadre où ces fonds européens seront également affectés à des pays candidats à l'entrée. J'engage pas le débat sur faut-il ou faut-il pas. Je dis simplement qu'on aura de nouveaux entrants ou de nouveaux candidats à l'entrée et que ces fonds seront de nouveau répartis. Donc on aura un vrai sujet à traiter sur ce sujet-là. Enfin, dernier point concernant le programme 906. Pontivy, très bien, bravo, je l'ai dit à multiples reprises, de voir la région présente en Bretagne intérieure. En espérant qu'on pourra organiser des réunions de commission permanente comme des réunions de groupe sur le site, j'en doute pas. Dans le domaine des petites économies à faire, j'entends bien qu'il faille inaugurer ce type d'équipement. Est-ce que toute la fête qui a suivi était nécessaire? C'est un point d'interrogation, c'est mesquin, je vous l'accorde. Néanmoins, la question mérite d'être posée. Sur la Maison de la Bretagne, moi je suis un militant de la Maison de la Bretagne à Paris. Donc n'y voyez pas d'attaque. Par contre, je serais curieux de connaître le taux d'occupation, les pratiques existantes, le coût. Une nouvelle fois, je suis vraiment militant d'une présence d'une Maison de la Bretagne à Paris. Je pense qu'elle est sous-exploitée.
Donc, Monsieur le Vice-président, on aura l'occasion d'en reparler, mais ça me semble important. Voilà, en quelques mots, voulez-vous que je traite maintenant de la question du tableau des emplois ou que je le traite après? Sur le tableau des emplois, nous, on considère pour partie que c'est une question également d'organisation de la majorité. Néanmoins, j'ai un point d'interrogation et j'espère que nous aurons l'occasion de nous déplacer là pour voir tout ça sur la direction dite des transformations. Elle s'est transformée au point où elle est allée se mettre avec les groupes côté Patton en dehors du bâtiment central. J'entends que ce soit les mots à la mode, tout ça. Je voudrais vraiment creuser. Je crois qu'aujourd'hui, les collectivités, pas forcément de leur faute, mais également du fait d'une législation inflationniste, multiplient, vous savez, ces jobs de back-office. On a finalement en première ligne des besoins. Et derrière, on voit se multiplier, je ne mets pas en cause leur travail, tout travail mérite respect, mais des métiers en back-office qui sont de l'étude, de la production de schémas, et sur lesquels parfois j'ai quelques doutes, d'autant plus que je vois également, on a The Shift Project ici, des trucs faits en externe. Voilà, donc j'appelle simplement votre attention, on pourra l'organiser, faire un point sur cette direction des transformations qui me laisse un peu dubitatif, d'autant plus qu'on voit progresser, et c'est bien pour les agents, mais ça appelle remarque un certain nombre de postes de B en A. On voit très bien qu'on a une élévation, et c'est bien en termes de compétences, en termes de rémunération. Creusons l'intérêt de tout ça. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Monsieur le Président. Je repasse la parole à Monsieur Perrin-Sarzier pour quelques éléments de réponse avant les votes. Merci, Monsieur le Président. Il y a un